Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, avec cette vidéo d'introduction annonçant une nouvelle playlist consacrée cette fois à la médecine au Moyen-Âge et intitulée « Médecine au Moyen-Âge de l'Orient à l'Occident, 1000 ans de pénombre ». Cette playlist reprend donc notre histoire chronologique de la médecine, mais avec une première remarque. Il n'est en effet pas aisé de donner une définition au Moyen-Âge, dont l'expression date d'ailleurs de 1469, pour désigner les 10 siècles qui séparèrent le sentiment de Renaissance, que nous verrons dans la playlist suivante, de ce que nous avons appelé l'Antiquité, en nous intéressant à la médecine hellénistique dans la playlist précédente. Il est encore moins aisé d'en définir les limites chronologiques, même s'il est généralement admis que le Moyen-Âge courut de 476, date de la chute du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus, à 1453, date de la prise de Constantinople et de la chute du dernier empereur d'Orient. Mais d'autres dates sont parfois avancées, tant pour le début, comme 410, date du sac de Rome par Alaric, ou 498, date du baptême de Clovis à Reims, que pour sa fin, 1450, date de la découverte de l'imprimerie, tant cette découverte va modifier en profondeur la société, et notamment dans le domaine des sciences, dont la médecine, ou 1492, date de la découverte de l'Amérique et de la prise de Grenade. Mais quelles que soient les dates choisies, le Moyen-Âge en médecine se résume volontiers à 10 siècles de pénombre pour la plupart des historiens, de recul pour quelques autres, de parenthèses pour les plus optimistes. Mais ces affirmations méritent toutefois d'être nuancées dans le domaine de la médecine, notamment à cause ou grâce à l'avènement du christianisme et de l'islam qui, proposant une nouvelle conception du monde, allait modifier les comportements vis-à-vis de la maladie et de la mort pour les siècles à venir. Cette remarque impose un petit retour en arrière sur la notion de mort dans les civilisations archaïques puis antiques, où deux conceptions s'opposaient. La mort renaissance, avec la réincarnation en un animal, une plante, un autre homme, et la mort survie, avec la notion de double, la mort n'étant que la séparation de l'homme de ce double, qui survit en se débarrassant de son enveloppe charnelle. Ce double, qui sera assimilé à l'âme, notamment dans les religions monothéistes, agissait durant les rêves et vivait sa propre vie parmi les vivants ou dans un royaume des ombres. Dans le paganisme gréco-romain, toute la pensée antique était centrée sur le logos, c'est-à-dire la raison, et sur la physis ou nature, puissance dominante, juste et rationnelle, placée au-dessus des dieux du panthéon grec. Cette notion va préparer au monothéisme, assurant, comme nous l'avons vu, le succès de Galien et d'Aristote. Chez les Grecs, la mort séparait le corps de l'âme qui se rendait alors aux Champs-Élysées, pour les héros, comme Énée, leur assurant l'immortalité au paradis, ou alors aux enfers, ou à Chéron, dans le royaume d'Hadès pour certains, ou pour d'autres au Tartare, bagne éternel, à l'exemple de Sisyphe, peint ici par le Titien. L'évolution de la notion de la vie et de la mort dans la philosophie grecque fut néanmoins différente selon les écoles de pensée. Chez Platon, les âmes immortelles, unies dans l'imbien, que certains assimilent à Dieu, descendaient dans les corps périssables, la chute, avant de retourner définitivement à l'univers divin après diverses transmigrations. Ainsi Platon écrivit « Et seule la mort nous délivrera de cette prison qu'est notre corps et de cette illusion qu'est notre apparente individuation. Quant à nos âmes, qui sont de substance divine, elles seront enfin libérées de cette matière haïssable et pourront enfin réaliser ce à quoi elles aspirent, effectuer le parcours de la chute en sens inverse, pour retourner dans leur patrie, le paradis perdu du plérome originel. » Pour Aristote, seulement une petite partie de l'âme revenait à Dieu, immortalité de la conscience, et cette théorie sera reprise par Thomas d'Aquin, puis Bergson ou Teilhard de Chardin, pour essayer de concilier la philosophie grecque avec le christianisme. Pour les philosophes matérialistes comme Démocrite ou Épicure, l'âme constituée d'atomes se dispersait dans l'univers. La mort, écrit ce dernier, celui des mots qui fait le plus frémir, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons, la mort n'est pas, et lorsque la mort est là, nous n'existons plus. Pour les stoïciens, le monde était gouverné par la raison universelle. Il fallait vivre le temps présent, mais dans la morale, à la différence des épicuriens. Galien, stoïcien, voyait une forme d'immortalité
dans la reproduction. Le christianisme proposa une autre vision du monde et de la mort. Dieu, unique puissance transcendante, avait créé l'homme à son image comme maître de la nature. Mais ce dernier avait abusé de sa liberté en croquant la pomme. Ce péché originel l'avait chassé du jardin d'Éden, mais Jésus, le propre Fils de Dieu, était venu pour la rédemption des hommes. Cette religion simple, sans tabou alimentaire, dans laquelle Dieu aimait tous les hommes, surtout les pauvres, les esclaves, les faibles et les malades, prit très vite, d'autant que le prophète Jésus était bien réel. Son caractère humain ou divin sera la source de querelles théologiques ultérieures, mais en tout cas il n'était pas un personnage mythique comme les dieux grecs. De plus, il proposait une vision nouvelle de la mort, avec la résurrection et la promesse d'immortalité personnelle et corporelle. Ces notions de culpabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu à cause du péché originel, et cette idée de rédemption, de rachat, qui permet la résurrection, va donner une place nouvelle à la maladie, à la souffrance et à la mort, qui devenaient finalement souhaitées car rédemptrices. Cette nouvelle vision de la maladie et de la mort, issue du christianisme, va entraîner l'apparition de deux notions fondamentales pour l'avenir de la médecine. La notion de charité, basée sur l'amour du prochain, à l'opposé du œil pour œil de la loi du talion ou des sanctions du code d'Hammurabi dont nous avions parlé, et la recherche du salut de l'âme, finalement plus importante que l'enveloppe corporelle. Cette charité s'adressait surtout aux pauvres et aux vieillards, aux pèlerins et voyageurs, et la religion allait devenir le moteur de l'action sanitaire et sociale de l'Occident jusqu'à la Révolution française, même si, bien sûr, la philanthropie et l'amour des hommes existaient malgré tout dans l'Antiquité. Quant à la recherche du salut de l'âme, elle devenait plus importante que la vie matérielle, que la médecine aurait pu sauver. La maladie devenait en effet une épreuve infligée par Dieu pour communier avec les souffrances du Christ sur la croix et trouver ainsi son salut. L'islam va proposer une vision similaire avec les notions de jugement et de résurrection dans un paradis rempli de vierges aux grands yeux noirs, mais aussi et surtout de charité, troisième pilier de l'islam, ce qui explique également l'évolution de la médecine dans ces pays qui seront conquis par les Arabes. Après sa mort, vers 200, nous avons vu que Galien n'avait laissé aucune école, aucun successeur, il n'avait formé aucun disciple, mais il avait laissé une œuvre considérable et finalement novatrice, raison pour laquelle l'évolution de la médecine pendant les 1000 ans qui vont suivre va se dérouler davantage sous son influence que sous celle d'Hippocrate, le père fondateur. Le seul médecin que l'on pourrait citer comme continuateur de Galien fut Caelius Aurelianus, médecin d'origine numide du 5e siècle, à Carthage, méthodiste péjorativement classé parmi les compilateurs, car il traduisit en latin les ouvrages médicaux grecs de Soranos d'Éphèse. Son œuvre nous est connue uniquement par des éditions qui en seront faites à l'époque de la Renaissance. On doit pourtant à ce médecin, qui fut à l'origine de la notion de diagnostic différentiel, une description de nombreuses maladies, notamment en pathologie cardiaque, et en neurologie avec sa propre approche clinique des paralysies, distinguant les formes flasques et spasmodiques et différenciant avant Charcot, hystérie et épilepsie. Clinicien observateur, il étudia aussi la pleurésie, la pneumonie et la colique néphrétique, différencia divers stades de la phtisie et expliqua le clapotage de l'estomac, différenciant acide et gaz par la percussion de l'abdomen. Mais cette influence de la médecine grecque en général et de Galien en particulier va se faire différemment selon les régions du monde, et cela impose un petit rappel historique général, en commençant par la séparation, en 395, entre l'Empire romain d'Occident, avec Rome comme capitale, et l'Empire romain d'Orient, avec Constantinople comme capitale. En Occident, après la chute de Rome et les invasions barbares, il y eut un morcellement de l'Empire. En Espagne, celui des Wisigoths, dont la plus grande partie sera conquise par les Arabes, en France et en Allemagne, celui des Francs, et en Italie du Nord, celui des Lombards. Ces territoires seront annexés par Charlemagne en l'an 800 pour constituer l'Empire d'Occident, mais qui sera lui-même divisé et partagé par le traité de Verdun en 843. Le système politique féodal de ces royaumes persistera plusieurs siècles, et cette période en Occident peut effectivement être considérée comme un moment d'assoupissement intellectuel, notamment dans le domaine des sciences et de la médecine. Le peuple était illettré,
et le savoir se trouvait enfermé dans quelques monastères, les moines étant les seuls à comprendre le latin, et plus rarement le grec, et à recopier des manuscrits. Nous consacrerons une vidéo de cette playlist à cette médecine née à l'ombre des monastères. En Orient, au contraire, au début de cette période du Moyen-Âge qui suit l'Antiquité, régnait l'unité avec deux grands empires. L'empire byzantin chrétien avec Byzance, Antioche et Alexandrie comme ville principale, et l'empire perse ou empire sassanide qui succéda aux Parthes, correspondant à peu près à l'Irak, l'Iran et l'Afghanistan actuel, dont Ctésiphon était la capitale. Ces deux empires vont jouer un rôle de premier plan en rassemblant les acquis de l'Antiquité grecque pour le premier et en assimilant les connaissances indiennes et perses pour le second, tout en développant la notion d'hôpital à l'ombre des premiers monastères chrétiens du monde byzantin. Mais affaiblis par les querelles internes, notamment religieuses, et une guerre quasi permanente entre Byzantins et Sassanides, qui déportèrent notamment les habitants chrétiens d'Antioche sur leur territoire, sans oublier aussi sans doute le rôle de la peste de Justinien, notamment lors de la conquête de la Syrie, ces deux empires ne résistèrent guère aux invasions après la mort du prophète, invasions qui donnèrent naissance à une grande civilisation dite arabo-musulmane, car à la fois islamiste et de langue arabe. Le développement de cette civilisation évolua en trois phases. Une phase d'ascension ou d'expansion, pendant le siècle qui sépare la mort du prophète Mahomet, en 632, et le coup d'arrêt infligé par Charles Martel aux Sarrasins en 732 à Poitiers, l'islam va s'étendre comme une traînée de poudre. Syrie, Mésopotamie, Égypte, donc une partie de l'Empire byzantin, et Perse entre 635 et 642, l'Afghanistan jusqu'au bord de l'Indus en 661, les confins de la Chine en 700, le Maroc en 698 et enfin Tolède en 712. À la fin de cette conquête, lors de la première dynastie des Omeyyades, la civilisation arabo-musulmane incluait donc une partie du monde byzantin, notamment Alexandrie, et la quasi-totalité du monde perse que nous avons évoqué. Grâce à la tolérance religieuse et à l'impulsion des califes abbassides de Bagdad, qui remplaceront les Omeyyades en 750, cet islam conquérant va culminer au Xe siècle. C'est la phase d'apogée de l'islam. En effet, à la différence des barbares qui, en Occident, adoptèrent la religion et la langue des pays vaincus, mais étouffèrent les sciences, les Arabes vont imposer leur religion et surtout leur langue, entraînant la disparition du syriaque et du copte en quelques générations. Mais ils incorporèrent les sciences des pays vaincus. La dilution rapide des Arabes conquérants dans les populations vaincues va entraîner de fait une mosaïque hétérogène de peuples qui furent à l'origine de cette civilisation dite arabo-musulmane, mais comportant finalement peu d'Arabes, notamment dans le domaine des sciences, mais plutôt des Iraniens, des Turkmènes, des Berbères, des Espagnols, des Africains, des Grecs, Coptes, des Juifs, des Perses zoroastriens, des chrétiens grecs ou syriens, qui tous seront tôt ou tard de langue arabe, nouveau véhicule du savoir. Le terme arabo-islamique est donc un terme générique, regroupant des peuples islamisés qui comportaient davantage, en ce qui concerne notre sujet médical, de chrétiens, de byzantins ou de syriens ou de juifs ou de persans, que d'arabes, mais unis par une langue et une religion commune. Cette civilisation va se développer successivement dans des villes qui vont connaître tour à tour leur heure de gloire, de Damas, sous les Omeyyades, avec la première dynastie, à Bagdad, sous les Abbassides, dynastie fondée par Abu al-Abbas, et qui sera consolidée par son frère Al-Mansour, qui va fonder la ville de Bagdad, dans laquelle ses fils Al-Mahdi, souverain éclairé, et son frère Haroun ar-Rachid, et surtout leur neveu Al-Mamoun, vont donner la primauté au rationalisme contre la religion, pour le plus grand bonheur des sciences, qui vont s'y épanouir. Mais va suivre un éclatement politique de cet empire califal, qui sera d'ailleurs également la source d'un éclatement de ce désir de connaissance après la révolte des Abbassides, avec Cordoue, créé par les Omeyyades en 747, qui s'enfuirent en Espagne et créèrent Al-Andalus, mais aussi au Maghreb, avec Kairouan, dans l'actuelle Tunisie, et jusque dans les provinces iraniennes, à l'ombre des Bouyides, à Shiraz, à Ray, ou des Sassanides, à Boukhara, dans l'Ouzbékistan actuel. Puis à nouveau à Damas, dont dépendait le Caire, avec Nur el-Din et Saladin au XIIe siècle.
Il est à noter que le début de cette phase d'apogée de l'islam coïncida avec l'arrivée du papier de Chine au IXe siècle. La découverte de ce support, plus solide que le papyrus et moins coûteux que le parchemin, a son importance sur le plan de la diffusion scientifique avec l'apparition d'un véritable marché du livre. Hélas, les divisions politico-religieuses dont nous avons parlé, qui s'installèrent entre les Omeyyades et les Abbassides d'une part, puis entre les califes et leurs vizirs, et surtout les conflits avec les chrétiens en Espagne et durant les croisades en Syrie et en Palestine, puis avec les Turcs islamisés, les Perses et surtout les Mongols, menés par Tamerlan, mirent fin à cette civilisation islamique. Le savoir allait donc repasser à l'Occident par plusieurs courroies de transmission que nous étudierons dans une vidéo dédiée. Mais avant cela, nous distinguerons 4 foyers géographiques et chronologiques dans notre étude de la médecine arabo-musulmane au Moyen-Âge, et chacun fera l'objet de une ou plusieurs vidéos. La première sera consacrée à l'Empire byzantin, qui vit les premières traductions du grec en syriaque et la création des premiers hôpitaux par des moines nestoriens, motivés par la notion de charité chrétienne que nous avons évoquée. La seconde évoquera le monde syriaque et l'Empire sassanide, qui développa ses traductions et diffusa les hôpitaux, d'autant que de nombreux nestoriens furent déportés en Perse. L'étude du monde arabo-islamique proprement dit, qui engloba donc tout ou partie de ces deux empires, après la conquête arabe, peut être séparée en 4 foyers géographiques, politiques et culturels distincts, 2 fondamentaux, la Perse et l'Espagne, et 2 mineurs, le Caire et le Maghreb avec Kairouan, dans l'actuelle Tunisie. Ces foyers, où rayonna la médecine arabo-musulmane, feront l'objet de 5 vidéos, l'une sur les généralités et particularités concernant l'enseignement, l'organisation et la pratique de la médecine. 2 vidéos seront consacrées aux principaux représentants de cette médecine arabo-persane, avec Al-Tabari, Razès, Ali ibn Abbas al-Majouzi sur une première vidéo, et une vidéo consacrée uniquement à Avicenne. La 4e vidéo retracera les grandes heures de la médecine d'Al-Andalus, et la dernière, celle du Maghreb, avec les écoles de Kairouan et du Caire. Enfin, les dernières vidéos de cette playlist sur la médecine au Moyen-Âge seront consacrées au monde latin d'Occident, la première pour évoquer la médecine à l'ombre des monastères, la seconde pour comprendre les voies de retour de la médecine hellénistique arabo-musulmane en Occident, une 3e sur la naissance des grandes universités en Europe, une 4e sur l'organisation et la pratique médicale au Moyen-Âge en Occident, et enfin une dernière vidéo sur les grandes épidémies qui décimèrent la population européenne à la fin du Moyen-Âge. Je vous donne donc rendez-vous sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, pour une nouvelle playlist de 13 vidéos intitulée « Médecine au Moyen-Âge, de l'Orient à l'Occident, 10 siècles de pénombre ».